Révolution digitale, épisode 87. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. D'avocat d'affaires à serial founder de start-up, place aujourd'hui à un invité que vous entendrez souvent sur les médias anglophones. Et pourtant, Agorapulse, plateforme de gestion des réseaux sociaux dont il est le CEO et cofondateur, est basé à Paris depuis 2011. En servant plus de 5000 clients et entreprises dans 180 pays, cet outil est devenu un incontournable du marketing en ligne. Forcément passionné d'entrepreneuriat, de SaaS et de social media, notre invité est aussi un grand fan de kitesurfing et il nous dit tout sur son parcours. Tribu Digital, je suis vraiment très heureux de recevoir aujourd'hui Aymeric Ernoult. Salut Aymeric. Salut François, merci de me recevoir. C'est un honneur pour toi peut-être, mais c'est surtout pour moi. Je suis très content d'être là. Non, tout à fait. Et Tribu Digital, j'ai pas arrêté de dire à Aymeric que c'était un honneur pour nous de l'avoir dans l'émission. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'avoir des invités et surtout des invités de marques comme ça qui ont une expérience incroyable à partager. Et pour ceux qui ne connaissent pas Agorapulse, vous allez savoir de quoi il en retourne dans pas longtemps et vous allez voir que c'est quand même un outil, parce que c'est un outil extrêmement utile, extrêmement important, qui se bat avec les plus grands sur la scène dans laquelle elle évolue. Alors Aymeric, avant qu'on parle de tout ça, je viens de donner vraiment un tout petit résumé dans ta bio de qui tu es à la tribu. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose et avant qu'on parle de ça, peut-être, allez, un petit aperçu de ta vie personnelle ou une anecdote sur toi. Ouais, l'anecdote a dit qu'Agorapulse avait démarré en 2011. La réalité, c'est que Benoît et moi, mon cofondateur de 19 ans maintenant, on a démarré notre première tentative d'entrepreneuriat en 2000. Donc il y a 19 ans. Ah oui. Et et de 2000 à 2011, donc pendant 11 ans, on a beaucoup plus galéré que réussi. Et quand on me demande quand Agorapulse a été créé, je dis 2011 parce que c'est la date de naissance de ce projet-là. Mais on a essayé d'autres trucs avant pendant très longtemps et on n'a pas gagné d'argent ou très peu, ramé. Et ça a été 11 années assez difficiles pendant lesquelles j'ai dû faire d'autres boulots pour gagner ma vie. Parce j'arrivais pas à gagner ma vie avec les entreprises qu'on essayait de créer, les projets qu'on essayait de créer. Donc voilà, l'anecdote, j'en ai parlé sur pas mal d'autres podcasts, on va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais c'est que dans notre cas, le parcours a été fastidieux et langoureux. Oui, et c'est justement, on voit toujours sur Internet ou dans les médias les succès, les overnight success, comme on dit en anglais, ces succès du jour au lendemain, mais qui ne sont en fait pas des succès du jour au lendemain. Et on oublie souvent l'histoire qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on a des invités dans cette émission pour raconter cette partie un peu plus sombre, un peu moins connue et qui a été fondatrice pour la suite. Et je te propose qu'on parle de ça quand on sera dans la section l'appel à l'aventure, parce que il y a d'autres choses. C'est que tu as été avocat avant de faire tout ça. Donc tu nous raconteras tout ça après. Avant ça, j'aimerais bien que peut-être tu nous parles justement d'Agorapulse. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi votre business model? Et voilà, je te laisse nous expliquer et nous instruire là-dessus. Bien sûr. Alors, très concrètement, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux, en anglais social media management. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce domaine-là, il y a deux gros acteurs sur ce marché-là. Le plus gros s'appelle Hootsuite. Il a 1200 employés, il a levé 165 millions de dollars, il est à Vancouver au Canada. Là, je ne me souviens plus combien de clients, mais on est en dizaines de milliers. Le second, c'est Sprout Social, qui est aussi nord-américain, parce qu'il est à Chicago, il est américain, et
Ils sont pas loin de 500 employés. Et ils ont levé autour de 100 millions de dollars. Donc pour la petite anecdote rigolote, nous on a levé 0 million de dollars, on est 50, on est à Paris avec on est basé à Paris, mais on n'a que un gros tiers de l'effectif qui est à Paris, qui est en France, et un petit 2/3 des effectifs qui travaillent à distance aux États-Unis. Ils sont 12 ou 13 maintenant, en Irlande, au Mexique, un peu partout dans le monde, en Malaisie, pour servir nos clients qui se trouvent eux partout dans le monde, donc pour fournir un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc on est ce petit acteur qui s'est battu avec pour faire sa croissance, le chiffre d'affaires de ses clients et rien d'autre, et qui a essayé de faire les choses bien et pour lequel ça a pris du temps forcément, parce que quand on n'a pas 100 millions de dollars sur le compte en banque, c'est un petit peu plus long de construire un bon produit et un bon marketing, mais on finit par y arriver si on est malin. Et la promesse d'Agora Pulse, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, gérer sa présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., c'est très chaotique, c'est très compliqué. Il y en a dans tous les sens. Il faut se loguer sur plein de comptes. Où sont mes messages, où sont mes commentaires? Mince, j'ai pas répondu à celui-là. Il me demandait des infos sur mes produits. Ça fait une semaine. Comment je fais pour publier, assurer la vie de ma présence avec des contenus intéressants? Tout ça est compliqué et très chaotique. Nous, notre but dans la vie, c'est de transformer ce chaos en quelque chose de clair, simple, concis, qu'on peut faire simplement, rapidement et toujours savoir où on en est, si on a bien répondu à tout le monde, si on a bien effacé tous les spams, si on a bien fait son travail de community management, sans y laisser sa vie et sans y passer 10 heures par jour. Voilà, ça c'est la promesse d'Agora Pulse et je pense qu'on a été assez vite pas mauvais sur la promesse de ne rater aucun message et de répondre à tout le monde et aussi d'effacer les mauvais messages parce qu'il y en a parfois dont il vaut mieux se débarrasser dans une logique d'inbox qui marche un peu comme ton inbox d'email. Et on a été premier outil fin 2013 à traiter tous les messages sociaux entrants sous une forme d'inbox avec traité, pas traité, des petites pastilles rouges comme sur l'iPhone qui te disent que là t'as 3 messages, là t'en as 2, là t'as répondu à tout. Et aucun autre outil faisait ça à l'époque et c'est un peu ce qui nous a permis de sortir la tête de l'eau et de commencer à être connu et à avoir un petit début de succès. Ouais, et justement cette fameuse inbox, cette boîte aux lettres, je sais pas comment on peut l'appeler autrement, qui est intégrée, c'est vraiment génial. Tribu Digital, faut que vous sachiez que et j'ai pas envie que ça paraisse comme si je faisais de la pub là tout d'un coup, mais on avait ce problème et on cherchait vraiment une solution pour gérer tous ces messages, toute cette communauté. On n'avait pas envie de laisser tomber toute notre communauté et vous, la tribu, qui nous appelez, qui nous envoyez des messages, mais ça devient vite le chaos. On a des messages sur tous les réseaux, mais c'est des messages, il y a des commentaires. On n'arrivait plus à suivre et on a commencé à faire nos recherches. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? On avait trouvé des outils, évidemment. Tu as parlé de tes concurrents là. On les a tous essayés. Et c'était toujours le chaos. Alors en tout cas, je pense que ces outils sont prévus pour des grosses agences ou en tout cas pour des teams où il y a déjà une vingtaine de personnes. Et nous, on est que 2 et on travaille parfois avec une personne en plus et ça ne marchait pas. Et en faisant ces recherches, quand tu disais que vous êtes une petite boîte comparée aux géants, justement, je trouve qu'on vous trouve pas mal sur les médias aujourd'hui. On vous compare et tout le monde met en avant ce côté. Ils ont solutionné notre problème de chaos. Alors j'imagine que tout n'est pas parfait non plus, il y a plein de choses qui peuvent toujours être améliorées, mais j'aime bien cette idée de, voilà, vous êtes un petit acteur, mais vous fêtes du bruit, et vous faites du bruit parce que vous résolvez un problème vraiment réel et important, en tout cas un problème que nous on a, et c'est vraiment, en tout cas la raison pour laquelle je tenais, Hélène et moi on tenait vraiment à t'avoir dans l'émission. Et alors justement, partons un peu de là. Tu parlais de la boîte Inbox, mais Agora Pulse, c'est pas que ça, c'est vraiment une solution, je trouve, qui est intégrée pour la gestion de tous nos réseaux sociaux. Et on fait aussi de la planification. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec ton outil? On fait la planification de contenu sur tous ces profils sociaux, effectivement, avec soit tu les programmes, schedule en anglais, soit tu les mets dans une réservoir de contenu, une queue en anglais, c'est compliqué en français quand tu veux traduire le jargon d'un domaine dans lequel tout est anglophone et sonne bien en anglais mais pas forcément très bien en français. Je t'autorise. Tout ce qui est statistique, analytics, reporting, on offre aussi ça. Et le travail en équipe, la collaboration en équipe, c'est un de nos
focus, un des points sur lesquels on essaye d'être les meilleurs possibles, parce que voilà, sur un plan purement business, les gens qui utilisent Agorapulse en équipe, pour nous, sont de bien meilleurs clients parce qu'ils restent plus longtemps, ils y voient plus de valeur. Et notre cœur de cible sont les professionnels des réseaux sociaux qui font ça soit en agence, soit en entreprise, mais avec une petite équipe. Et pour lesquels l'usage d'un outil comme ça va vraiment faire la différence en termes de gain de temps et d'efficacité. Ouais, et je tenais à préciser évidemment que je parlais de ma propre situation ici, mais évidemment l'outil Agorapulse, c'est un outil qui est vachement scalable. Voilà, encore un anglicisme. Voilà, tu vois, quand je te dis que je t'autorisais à en dire, j'en dis moi-même. Mais c'est un outil qui peut aller jusque, je pense, vous utilisez ça, comme tu dis, en agence. Des grandes équipes peuvent les utiliser aussi. Vous êtes pas niché en dessous d'outils comme Hootsuite ou Sprout Social. Hein. Vous êtes dans toute la gamme. Et justement, en matière du business model, comment ça se passe? Comment est-ce que vous rentabilisez cet outil? C'est un abonnement, donc c'est un produit en SaaS donc, pour lequel les gens payent un abonnement qui peut être soit mensuel, soit annuel. Il démarrait à 49 € par mois, mais on a arrêté ce plan à 49 € par mois. Tu peux toujours avoir ce plan-là, mais il faut le payer à l'année. Donc ça devient 39 par mois, ce qui est moins cher, mais il faut s'engager pour un an. Parce c'est un constat de data purement business. Hein. On a regardé le taux de churn, donc du pourcentage de personnes qui annulent leur plan, et le plan à 49 par mois avait un taux de churn annuel de 65%. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on avait perdu 65% des gens à 49. Et quand on regardait par exemple à contrario le plan à 199, lui, il avait un taux de churn annuel que de 30%. Et donc on s'est dit, ben voilà, ce que la data nous dit est assez clair. Les bons clients pour nous sont ceux qui payent plus cher. Ceux qui payent pas cher, pas très cher, ne sont pas des bons clients et nous coûtent cher en support, en accompagnement, parce que la qualité de support qu'on offre, on l'offre à tout le monde. Quel que soit le montant que tu payes, ce qui moi m'oblige à avoir une dépense significative pour l'équipe de support. D'abord embaucher des gens de qualité, parce que un bon support c'est d'abord une équipe de qualité et des gens de qualité. Des gens de qualité c'est pas gratuit et c'est normal et un nombre de gens suffisant pour répondre vite. On a un temps moyen de réponse au support qui est de l'ordre de 25 minutes. C'est-à-dire que tu nous poses une question, tu vas avoir en moyenne une réponse dans les 25 minutes. C'est très rare. Si tu essayes de faire ça avec Hootsuite, si tu réponds dans les 24 heures, tu as de la chance. Donc ça a un coût. Et c'est une volonté de notre part, mais ça a un coût. Donc si on offre cette valeur ajoutée-là à des gens qui te payent que 49 € par mois et qui, dans 65% des cas, seront plus là dans un an, c'est pas forcément très rentable. Donc on a décidé de couper ça. Et alors justement, tu disais tout à l'heure que voilà, vous êtes ce petit acteur qui a fait les choses plus lentement, sans rentrer dans les grandes levées de fonds, et pour maintenant venir chatouiller les grands comme Hootsuite et Sprout Social et d'autres qu'on pourrait nommer ici. Mais comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière, presse, réseaux sociaux? Comment vous avez fait? Alors, c'est une question très compliquée sur laquelle je vais pas pouvoir te répondre en 5 minutes en t'expliquant tout. Il faudrait qu'on y passe 2 heures ou plus. Mais je devais te donner toutes les clés, tous les détails de comment on a fait. Mais effectivement, on a fait beaucoup de choses. Je vais un peu plutôt te donner les grands principes de ce qu'on a fait, quels étaient les principes directeurs. Le premier principe directeur, c'est que on a fait des efforts colossaux. Benoît et moi, mon cofondateur et moi, les 2 ou 3 premières années d'Agorapulse, on s'est pratiquement pas payé. Le SMIC quand on avait de la chance, et des fois même il y avait des mois où on était un peu en difficulté, où on se payait pas. Donc d'abord le premier truc, c'est qu'on a fait des gros efforts. Nous, pour pouvoir embaucher une personne en plus, on acceptait de ne se payer que le SMIC pendant un an de plus, tu vois, c'était un peu ça. Donc soyez prêts à faire des gros efforts si vous voulez vraiment arriver à votre objectif final. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez faire les choses différemment. Vous ne pouvez pas faire ce que font vos gros concurrents qui sont blindés de pognon et d'équipes et de ressources. Si vous faites la même chose qu'eux, vous êtes sûr de perdre. Parce que eux, ils ont beaucoup plus de moyens pour le faire plus fort, plus grand, plus longtemps que vous. Donc, quoi que vous fassiez, il faut pas que ce soit le playbook ou la manière de faire de vos gros concurrents plus riches. Ça, c'est le deuxième critère important. Le troisième, c'est que vous devez être obsédé par vos clients. Quand je dis obsédé par vos clients, c'est les comprendre, leur parler, comprendre leurs besoins, vraiment aller au bout du bout, de rentrer dans leur tête, dans leurs chaussures, dans leur quotidien, pour être sûr de mieux les comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gros, ils font plus ça. Ils ont plus le temps, ils s'en foutent, ils sont déjà beaucoup plus riches, ils gagnent plus d'argent, ils ont des problèmes de combien je vais dépenser en AdWords ce mois-ci, mais ils perdent cette obsession du client qu'on a quand on est tout petit et que c'est tout ce qu'on a. Et ça, il faut le garder, c'est hyper important, parce que sur la durée, c'est ça qui fait la différence, parce que c'est cette compréhension fine
de ce qu'attendent les utilisateurs qui va vous donner le petit avantage sur les gros qui eux ont perdu ça de vue. Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que vous devez absolument mettre en avant cette force qui est la vôtre quand vous êtes petit, c'est que vous êtes normalement, c'était notre cas en tout cas, authentique, vous êtes humain, vous êtes accessible, vous êtes disponible. Et pendant très longtemps, c'est moi-même qui ai fait, alors j'ai tout fait dans la boîte évidemment, mais pendant très longtemps, je faisais le support client et je faisais beaucoup de support client. Et les gens étaient toujours scotchés d'ah mais vous êtes le CEO fondateur, c'est incroyable, vous me répondez. Je dis pas que en tant que CEO fondateur, je fais encore du support client aujourd'hui, j'en fais un petit peu, mais j'ai plus beaucoup le temps d'en faire, même si j'aime beaucoup ça. Mais pendant très longtemps, c'était moi qui le faisais, et pour moi, c'était résoudre le problème de ce type-là ou cette nana-là, c'était crucial, hyper important. C'était le truc que je devais faire aujourd'hui, le plus important. Et j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de passion là-dedans et j'ai transmis ça à mon équipe de support à qui je dis, voilà, vous êtes là pour eux, vous devez tout faire pour résoudre leurs problèmes vite et bien. Et dès qu'un truc part un peu en vrille et pas forcément bien résolu et que les clients sont pas contents, on le donne en exemple, on montre pourquoi on a merdé ce truc-là, comment on aurait pu faire pour le faire bien. Et en tant que fondateur d'une petite boîte qui n'a pas beaucoup de moyens, vous devez être obsédé par le fait de donner à vos clients la meilleure expérience possible et d'être là pour eux, et vous devez transmettre ça à votre équipe. Et tu vas rire, tu vas me dire c'est du bon sens, bien sûr Aymeric, t'as raison, mais tout le monde fait ça. Mais non, mais tout le monde fait pas ça du tout. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de grosses boîtes où le support client, t'as l'impression d'être traité comme un numéro, et c'est souvent parce que la culture client, la culture support, la culture de la relation client a pas été bien posée, a pas été bien transmise aux équipes de support qu'on grandit. Je te donnais les chiffres de Sprout Social, 500 employés ou de suite 1200. Quand tu scales, parce qu'on s'est autorisé à utiliser ce mot-là, à ces niveaux-là, si t'as pas bien posé les bases de la culture de voilà, c'est comme ça qu'on traite les clients, c'est comme ça qu'on leur parle, c'est comme ça qu'on les aide, et ben c'est pas forcément bien fait. Et ça a été une obsession chez nous et ça a bien fonctionné. Et le dernier point, c'est l'obsession du produit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour créer, fabriquer un produit extraordinaire, génial, que les gens vont adorer quand ils vont arriver dessus, qu'ils vont aimer utiliser, et basiquement, qui tous les jours, quand ils vont se connecter sur ton produit, vont avoir un moment de plaisir parce que c'est agréable, c'est sympa à utiliser, ils aiment bien être là. Et ben tous les produits sont pas comme ça, et souvent les produits américains sont pas forcément comme ça. C'est peut-être un petit truc que nous on a les Européens, c'est qu'on est plus fin là-dessus. On arrive à faire mieux. Alors on fabrique des belles choses qu'on sait pas forcément toujours bien vendre. Les Américains savent bien vendre des choses qui sont pas forcément toujours belles. Bien dit. Et si on arrive un peu à faire le meilleur des deux mondes, ben on a un petit avantage aussi. Voilà, ça c'est les grands principes directeurs. Après, il y a plein de choses dans ces principes directeurs sur comment on a fait pour se faire connaître de manière différente et pas en suivant le playbook des gros, mais ça serait un autre podcast. Oui, non, carrément. Et là, je suis en train de me dire, on est obligé de te réinviter pour un épisode bonus. Tribu Digital, prenez bien note de tout ça, des pépites. Et j'avais juste envie de te demander, tu parlais de l'importance de bien poser la culture avant de pouvoir scaler. Comment AgoraPulse fait pour assurer qu'elle ne va pas tomber dans le même travers que... Comment est-ce que vous faites pour poser la culture, justement? La culture, dans les premiers mois, premières années de la vie d'une boîte, elle est pas formalisée. La culture, elle est la personnalité et qui sont les fondateurs. En général, c'est ça qui se passe. Et elle va se déployer progressivement dans les employés fondateurs. Je vais les appeler comme ça. C'est les 10 premiers que tu vas embaucher dans ton équipe. À ce moment-là, t'as pas vraiment de formalisation de ta culture. Qui tu es toi en tant que fondateur forcément devient qui sont tes 10 premiers employés parce que tu es tellement proche d'eux qu'ils ne peuvent pas ne pas te ressembler, sinon ça colle pas, sinon le fit passe pas et ça marche pas. Mais une fois que tu passes ce cap des 10 premiers, là, il faut commencer à formaliser les choses, il faut commencer à les écrire, à les poser sur le papier. D'abord, ça, c'est important, c'est une première étape. Qui on est, en fait? Qui on a envie d'être? Est-ce qu'on est des gens obsédés par le détail? Est-ce qu'on est des gens obsédés par la réussite, par le succès, par les chiffres, par le produit, par le client, par le marketing, par la vente? Enfin, ça paraît idiot, mais on se rend compte quand on fait cet exercice-là que tiens, mais j'avais pas réalisé, mais on est ça en fait. Et le poser, ça permet de mener cette réflexion à bien. Et une fois que tu as fait ça, toi, ton rôle de cofondateur, dirigeant, ton rôle
quotidien. Tu dois le faire tout le temps, le répéter sans cesse et t'assurer qu'à tous les moments de la vie de tes employés, de tes nouveaux et tes anciens employés chez toi, les points fondamentaux sont rappelés, sont réexpliqués, sont réillustrés pour remettre sans cesse cet ancrage dans voilà qui on est. Et là, ce que tu viens de faire, c'est en accord avec qui on est. J'adore ça. Ou là, ce que tu viens de faire, c'est pas en accord avec qui on est. Il faut qu'on travaille là-dessus. Tu dois, toi, cofondateur, dirigeant, leader, constamment revenir, rappeler, réillustrer ces éléments de culture pour qu'ils soient pas oubliés et qu'ils disparaissent pas dans la croissance. Voilà, et Tribu Digital, gardons donc bien ça à l'esprit. On va maintenant explorer le parcours entrepreneurial d'Aymeric, en tout cas rapidement, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Aymeric, commençons par cette question qu'on appelle justement l'appel à l'aventure. Alors, tu as déjà un petit peu parlé des mésaventures du début des années 2000, mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais te lancer dans ce projet entrepreneurial, que tu voulais devenir un entrepreneur ? C'est une bonne question. Je pense que je l'ai toujours été. Pour la petite anecdote, quand j'avais 19 ans, j'ai été scout marin pendant très longtemps. Et quand j'avais 19 ans, je suis devenu chef scout marin et j'ai adoré organiser les camps, faire des camps ailleurs que là où on les avait toujours fait. J'ai fait trois allers-retours sur la Côte d'Azur avec une 309 diesel et des bateaux attachés derrière moi pour aller faire un camp sur la Côte d'Azur, un truc complètement fou quand j'y pense maintenant. Mais j'avais déjà ce côté créateur de choses, d'événements, de moments, de projets, etc., etc. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendant et très rebelle, ce qui m'a fait, et j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie, j'en avais aucune idée. Et après le bac, très rapidement, mais sachant toujours pas ce que j'allais faire comme études, mes parents m'ont emmené chez une conseillère d'orientation qui m'a dit « Oh là là, vous êtes très intelligent, il faut faire Sciences Po ». Je l'ai fait rapide. Hein. Ah bon, Sciences Po, ça sonne bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire Sciences Po ? Il faut faire la fac ou Hippocagne. Oh, Hippocagne, c'est une prépa. Bon, ok, je vois à peu près ce que c'est, mais la fac, mais quelle fac ? Histoire géo ou droit ? Oh là là, histoire géo, si je me rate à Sciences Po, je finirai prof d'histoire, j'ai aucune envie de faire ça. Tiens, droit, pourquoi pas, mon grand-père était avocat, bon. Et puis c'est un métier libéral, j'aime bien l'idée libérale, libre, pas de patron ou pas trop en tout cas. Et donc j'ai choisi cette carrière-là sur ces grands principes directeurs très bien définis, un peu au hasard. Hein. Et puis là, j'ai bien réussi mes études, donc j'ai continué parce que j'avais des bonnes notes, j'étais dans les premiers des promos, etc., des mentions, des machins. Donc j'ai continué le chemin parce que le chemin allait en pente descendante, donc c'était facile, ça fonctionnait. Et j'ai travaillé pour un premier cabinet américain à Washington d'abord, pour leur bureau à Paris ensuite, et les gens, le patron, le boss, l'associé pour qui je travaillais est devenu mon meilleur ami, était un type adorable, donc j'en étais satisfait, mais au final, je pense que j'étais pas très satisfait du métier en lui-même, de l'aspect conseil. J'étais pas très heureux de faire du conseil, j'avais besoin de produire, j'avais besoin de créer. Et quand je me suis posé la question, ok, maintenant j'ai envie de créer, qu'est-ce que je peux créer ? Je me suis dit, je peux créer deux choses, un cabinet à moi, mais je vais avoir toutes les emmerdes de l'entrepreneuriat et je vais pas en avoir les bénéfices. Tu ne crées pas d'actifs, tu ne crées pas de liberté parce que tu travailles à l'heure. Donc tu travailles à l'heure et pour gagner plus, faut travailler plus et ça devient vite un esclavage. Et je voyais bien les avocats associés qui avaient bien réussi dans le cabinet, ils travaillaient comme des chiens et c'était très dur. Et je me suis dit, à 50 ans, j'ai pas envie de travailler comme un chien, comme là mon associé que j'aime beaucoup, qui part au ski et qui collait à son portable toute la journée alors qu'il est sur les pistes de ski, ça me donne pas envie comme vie. J'aimerais bien que dans 20 ans ma vie soit autre chose. Et donc là je me suis dit mais ce qu'il faut faire c'est fabriquer un produit et pas vendre un service. Et j'avais un copain qui est devenu mon associé, Benoît, qui était développeur web dans une agence à l'époque, et on s'est dit, allez, on va créer un truc. Bon, voilà. Très résumé l'histoire de pourquoi et comment j'ai décidé de créer la boîte. J'avais pas forcément réalisé que de créer un produit, c'était beaucoup, beaucoup plus dur que de vendre un service, surtout quand tu avais le métier d'un service. J'avais pas réalisé que ça me prendrait autant de temps et que ça serait aussi dur. Ce qui est pas une mauvaise chose, parce que si je l'avais su avant, je pense que je l'aurais jamais fait. Parce que je pense que j'ai dû diminuer ma rémunération par 10 fois moins, être payé 10 fois moins pendant très longtemps de ce que je gagnais quand j'étais avocat d'affaires dans les grands cabinets anglo-saxons, et ce que j'ai vécu après, et ça a rendu l'aventure un peu plus dure parce que j'avais un peu lâché la proie pour l'ombre, j'avais un peu lâché un boulot reconnu socialement, qui gagne très très bien sa vie, dont les perspectives de croissance et d'amélioration de confort de vie et de reconnaissance sociale ne font que monter, sont extraordinaires, et voilà, c'est un métier dans lequel si tu te démerdes bien, tu gagnes 40, 50 000 euros par mois à 40 ans si tu as bien géré ta carrière. Je peux te dire que même aujourd'hui, j'en suis pas du tout là. Donc il y a un vrai choix. Oui. Mais il y a la satisfaction du quotidien, il y a la satisfaction d'avoir créé, il y a la satisfaction d'avoir
ton équipe, tes gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as plaisir à aller travailler tous les matins. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'argent du monde. Ouais, et attention, n'oublions pas que l'histoire d'Agorapulse est loin d'être terminée. En tout cas, je l'espère. Et même si ça a commencé en 2000 puis 2011 et que voilà, on est en 2019 aujourd'hui, je pense que c'est encore le début d'une belle histoire qui va se développer. Et je ne pense pas que tu devras attendre d'être sous terre pour profiter des bénéfices. Voilà, c'est un peu macabre ce que je dis, mais par contre. C'est sûr, mais il faut pas. J'ai traversé pendant toutes ces années-là des gros moments de doute, parce que quand t'as lâché quelque chose qui brille et que t'es sous la mine en train de creuser et que tu vois pas où est la lumière et où elle va être, il y a des moments difficiles. Faut pas. Je les oublie pas ces moments-là. J'oublie pas les années 2012, 2013 où je savais pas si on allait s'en sortir, je savais pas si on allait y arriver. Et comme j'avais dans le rétroviseur ce souvenir de putain, j'ai abandonné quelque chose de sûr, de confortable pour quand même quelque chose de très hypothétique et je sais même pas si un jour ça va m'arriver. C'est pas toujours évident et faut pas je veux pas trop embellir le truc en disant oh là là, c'est formidable, j'ai réussi, génial, vous allez tous réussir. Non, ça a été dur et il y a vraiment des moments où j'étais au bord de la déprime et je me disais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était la bonne chose, est-ce que je vais me sortir de ce truc-là. Voilà, j'ai eu de la chance. Faut quand même reconnaître que c'est pas la majorité qui a la chance que j'ai eue, c'est plutôt une minorité. Mais voilà, la chance n'est pas venue toute seule. Mais le parcours n'est pas tout rose et pas tout facile. Non, le parcours n'est pas rose. Et d'ailleurs, merci de le souligner. Et Tribu Digital, vous connaissez bien ce podcast, vous nous écoutez. Vous savez que dans cette émission, et d'ailleurs on va y venir dans une minute, on parle aussi des tribulations et on n'idéalise pas le métier d'entrepreneur. Ce qui intéresse beaucoup notre audience et pourquoi on est ici, c'est aussi le fait que voilà, c'est cette notion de liberté, de changer de vie, d'être libre. Et tu t'as un peu expliqué que voilà, toi tu cherchais un peu cette envie de créer, cette envie d'être libre aussi. J'avais envie de te demander ici, ok, si tu avais su tout ce qui allait t'arriver jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu ne referais pas la même chose, mais aujourd'hui, est-ce que tu retournerais dans un job d'employé, par exemple? Est-ce que tu retournerais ou tu lancerais ton cabinet? Tu sais, c'est une bonne question que tu viens de poser. J'ai pas envie de retourner dans un job d'employé aujourd'hui parce que j'ai un bon salaire, j'ai un job intéressant, j'ai tout ce que je veux et j'ai beaucoup de liberté aussi. Donc aujourd'hui non, ma position d'aujourd'hui est infiniment meilleure que la position d'un employé. Il y a aucun doute sur la question. Maintenant, pendant toutes ces années où c'était dur, où j'avais peur des fois, parce que des fois on a peur d'avoir fait le mauvais choix, on a peur de manquer d'argent, on a peur de se retrouver dans des situations matérielles difficiles. Le truc qui m'a permis de traverser ces moments de peur, c'est de me dire mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ce qui peut m'arriver de pire, vu ce que j'ai appris, vu ce que je sais faire, vu que les employeurs apprécient les gens qui ont du leadership, qui ont la capacité de prendre des initiatives, qui savent sortir de la boîte, penser en dehors de la boîte, sortir du lot. Moi, j'adore les gens comme ça. J'en ai embauché quelques-uns et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux. J'ai tout ça. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je vais trouver un boulot super bien payé dans une start-up qui a besoin de mes compétences que assez peu d'autres gens auront acquises parce que franchement, vu le travail que j'ai investi dans l'acquisition de mes compétences, je sais que c'est assez unique et qu'il y a assez peu de gens qui ont appris ce que j'ai appris. Donc voilà, le pire qui puisse m'arriver, c'est un boulot intéressant, bien payé, dans une start-up, si je la choisis bien, sexy. Certes, j'ai pas envie de redevenir employé, mais franchement, c'est pas un cancer en phase terminale. Faut un peu remettre les choses à leur place, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc on a toujours, mais la peur, perdre, j'ai pris les risques, j'ai tout risqué. Ouais, relativisons quand même. Le risque qu'on prend vraiment, c'est de pas avoir réussi notre projet entrepreneurial et de pas être devenu millionnaire. Certes, c'est un risque, mais c'est pas si grave si derrière on peut se revendre sur le marché du travail en trouvant un bon job avec des gens sympas dans un projet sympa. Il y a pire. Et quand j'ai réussi à internaliser ça, à intégrer ça, j'ai arrêté d'avoir peur. Voilà, c'est super bien dit. Merci beaucoup, Aymeric. Et Tribu Digital, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez acquérir en créant votre projet, en lançant votre business, en lançant votre affaire, peu importe à quel niveau vous la lancez, ce ne sera pas perdu. Ce sera toujours là. Et quel est le pire qui puisse vous arriver? Voilà, Aymeric a un peu illustré à sa façon sa propre vision et je pense qu'elle peut s'appliquer à tout le monde. Et ce que je te demanderais ici peut-être, Aymeric, c'est de nous raconter très rapidement quel a été ton pire moment en tant qu'entrepreneur justement. Les pires moments, il y en a eu beaucoup. Si tu devais mettre ton doigt sur un.
Comme ça fait intense. Le doigt sur un. Je vais prendre une période, la période 2011-2013, 2011-2014, 3 ans. En 2011, ça fait 11 ans qu'on galère avec Benoît pour essayer de se payer correctement et essayer d'avoir un truc qui tienne la route. En termes de réussite financière, chiffre d'affaires, et on n'y arrive pas, et on lance Agorapulse. Si je dis à Benoît à ce moment-là, écoute, voilà, il y a beaucoup de produits sur ce marché-là, mais ils sont pas terribles. Je pense que le marché est énorme. On devrait faire 49 € par mois de revenus moyens par utilisateur. C'est pas cher, franchement, pour un produit B2B. Dans un an, il faut qu'on ait signé 1000 clients. Ça doit quand même être pas si sorcier que ça de signer 1000 clients. 1000 clients à 49, ça fait 49 000 € par mois. Ça, c'est mon objectif. Je me suis fixé cet objectif-là parce que ça fait 11 ans qu'on galère et je veux vraiment me fixer un objectif pour décider de quand est-ce que j'arrête de galérer. Et donc, l'objectif, 49 000 € par mois, c'est pas au bout d'un an qu'on l'a atteint, c'est au bout de 3. D'accord. Donc, fin 2014. Et pendant ces 3 années-là, j'ai dû m'asseoir sur l'objectif que je m'étais fixé et me dire qu'est-ce que je fais. J'avais dit que j'arrêtais si on n'était pas là, mais on est loin d'être là parce qu'à la fin 2012, on était encore loin d'être là. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, j'ai vu une intervention de Gail Goodman, qui est la fondatrice de Constant Contact, à une conférence qui s'appelle Business of Software. C'est une intervention qu'on peut retrouver sur Internet. Si vous cherchez sur Google the Slow SaaS, S-A-S, Ramp, R-A-M-P of Death, donc la longue rampe de la mort du SaaS, si on devait le dire en français. Et c'est une intervention d'1 heure. Donc elle a revendu Constant Contact 1,2 milliard ou 1,3 milliard de dollars quelques années après, donc un très beau succès, mais elle a eu beaucoup de moments difficiles. Et elle raconte ça dans cette intervention. Et je résume parce qu'elle dure 1 heure son intervention. Mais si vous traversez ces moments difficiles, regardez cette vidéo, elle est absolument géniale. Et le truc que j'ai retenu, c'est tant que ça monte en haut et vers la droite, tant que ça progresse, continuez. En anglais, as long as it goes up and to the right, keep going. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est dur, on n'est pas à 49 000 et très loin de là, mais tous les mois, ça monte un peu. Donc, il y a de l'espoir. OK, j'ai compris le message, je continue. Voilà. Ça, c'est le truc que j'ai appris et c'était mes moments noirs entre 2011 et 2014. Wow. Tant que ça progresse vers le haut et vers la droite, continuez. Ok, moi j'ai pris note, c'est très bien, et je vais aller. J'ai déjà mis dans ma playlist d'aller voir cette vidéo parce que je pense qu'elle peut, même si on traverse pas un moment difficile, je pense que ça peut être très intéressant de visionner ce genre de concept et de principe. Bon, ce sera en anglais, j'imagine, mais pour ceux qui parlent anglais, allez voir ça. Et Aymeric, si tu pouvais résumer vraiment la leçon clé, je sais c'est pas facile à faire, mais la leçon clé que tu as retirée de ton expérience jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? La leçon clé que j'ai retirée de mon expérience aujourd'hui, alors il y en a plein, mais si je devais en prendre qu'une, c'est toujours, les choses prennent toujours plus de temps que t'aurais voulu. Elles sont toujours plus difficiles que t'aurais voulu, mais il faut vraiment garder en tête et se focaliser sur ce qui va te faire gagner à long terme, sur ce qui va te faire gagner dans 2 ou 3 ans. Et c'est très dur à faire. C'est la clé du succès, d'abord, premièrement. Si aujourd'hui on en est là, c'est parce que très tôt, j'ai imaginé là où je voulais être et ce que je voulais construire pour dans 2 ans et pas pour dans 2 mois. Et ça, c'est parce que quand tu arrives à ces dans 2 ans, si t'as pas anticipé ça et si t'as pas bien préparé tout ça, eh ben, t'as 2 ans de retard et là, tu perds 2 ans. Parce que beaucoup de choses sont très, très longues à préparer, à anticiper, à mettre sur pied. Et si tu es trop court-termiste, si tu es trop focalisé sur le fait de régler ton problème là, maintenant, tout de suite, que tu as là, maintenant, tout de suite, qui est un réflexe humain, on a tous envie de sortir de nos ennuis là, maintenant, tout de suite. On a tous envie de réussir mieux là, maintenant, tout de suite. C'est pour ça que toutes ces promesses sur Internet de gagner plein d'argent demain, j'ai gagné 5 000 $ par mois en 3 minutes, etc. Elles marchent si bien, c'est parce que c'est un appétit humain. Et cet appétit-là, il faut vraiment le combattre. Il faut se dire, ok, je dois faire ce que je dois faire pour aujourd'hui, pour le présent, pour améliorer le présent. Mais il faut surtout pas que j'oublie qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que dans 2 ans ou dans 1 an ou dans 1 an et demi, dans le plus long terme, quand je serai arrivé à cette étape d'après, j'ai déjà tout préparé pour que cette étape d'après, elle marche le mieux possible et elle fonctionne le mieux possible. Je te donne juste un exemple pour illustrer le propos. Notre produit en 2012-2013, il était
il était pas terrible, il manquait plein de trucs, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas plein de trucs dessus, qui faisaient qu'il était très imparfait, et donc les taux de conversion étaient compliqués, la visibilité à construire était compliquée, c'était compliqué d'attirer les gens, etc. Mais on savait dès ce moment-là qu'on allait ajouter Twitter, qu'on allait ajouter Instagram. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je commence dès aujourd'hui à préparer ce qui va me permettre, quand on aura Instagram, Twitter, etc., ce qui nous rendra un produit plus sexy, plus attrayant, il faut qu'à ce moment-là, j'ai tout prêt pour que la communication marche bien, pour que j'ai des gens qui soient des relais, pour que j'ai des influenceurs qui parlent de moi, etc., que je puisse créer du contenu aux bons endroits. Et ça, si tu l'as pas préparé dans les 2 ans qui précèdent ou dans les 18 mois qui précèdent, au moment où tu en as besoin, c'est pas là. Et au moment où tu en as besoin, si c'est pas là, et ben ça va reprendre 18 mois pour être là. Donc c'est le côté prépare-toi à être bon en marketing et en promotion pour le moment où ton produit sera prêt, même si c'est dans 18 mois. Parce que si tu attends 18 mois et que tu fais rien pendant 18 mois, le moment, ça y est, mon produit est prêt, mon produit est bien, et que tu n'as rien préparé pour pouvoir avoir un peu de porte-voix et un peu de transmission de ce message-là, et ben il se passera rien. Voilà, déjà plein de sagesse quand même, Aymeric. Merci beaucoup. Bon, tu sais, chaque chose que tu dis, j'ai envie de l'explorer plus en profondeur et ça me frustre parce que on est presque à la fin de l'épisode. Bon voilà, ce sera pour un épisode bonus. Tu vas revenir. Et ce que je te propose par contre ici, c'est qu'avant qu'on finisse, c'est qu'on fait une petite pause pour faire redescendre un peu l'énergie, je vais pas dire la tension parce que c'est vraiment de l'énergie positive. Même si on a été réaliste et pragmatique sur voilà le parcours d'entrepreneur qui est pas un parcours facile. Donc ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? On va prendre une pause café parce que c'est le matin là pour moi. Bon, pause café pour toi le matin et vu que j'accompagne toujours mes invités, je ferai pareil. Alors, on se retrouve de manière complètement magique dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animé et les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors, Aymeric, que prends-tu ? Un arabica, pas trop fort. Un arabica, pas trop fort. C'est parfait. Et je te pose la première question. Qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? Le plus important à garder à l'esprit, c'est que la motivation qui doit nous animer tous les jours dans les bons mais surtout dans les mauvais moments, ça doit pas être une motivation de réussite financière, ça doit être une motivation liée à l'expérience qu'on va vivre au quotidien. Ce qui compte dans ce projet qu'on va lancer, c'est pas le but ultime, c'est pas la fin, c'est pas la finalité. C'est le parcours qui va nous amener à cette finalité. Et c'est d'aimer ce parcours et d'avoir envie de vivre ce parcours. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? J'en ai lu tellement. Il y en a un que je recommanderais, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Extreme Ownership. Alors je suis désolé, il est en anglais, je crois pas qu'il y ait de version française. Jocko Willink. C'est Jocko Willink, qui est un navicile américain. La raison pour laquelle je recommande ce bouquin, c'est je l'ai trouvé moi assez facile à lire, parce qu'il est plein de petites histoires. Alors c'est des histoires de guerre, donc c'est pas toujours facile et pas toujours agréable, mais c'est des histoires réelles. Il est assez bien écrit, je trouve, et il renvoie à des principes fondamentaux d'ownership en anglais. Alors je sais pas comment je traduirais ça, mais de responsabilité et de se rappeler qu'on est responsable de tout dans sa vie, qu'on est responsable de tout dans sa boîte, surtout quand on est le fondateur, des vrais grands principes que j'aime bien et que j'aime bien que mon équipe applique et comprenne aussi. C'est un livre vraiment, vraiment bien. Je le recommande également. Vraiment, merci pour cette recommandation. Alors, si tu devais... Non, plutôt, on va partir maintenant dans les outils. Alors, quels outils ou applis productivité ou autres technologiques ou pas utilises-tu régulièrement ? Tu sais qu'on a fait la liste, on l'avait jamais faite, on a fait la liste du nombre d'outils qu'on utilisait tous ensemble en équipe la semaine dernière. On en utilise près de 80. Oh mince. Ça te donne une idée, et ça donne aussi une idée de la difficulté à en choisir un seul. Outils que j'utilise tout le temps, il y en a beaucoup. Il y a des outils de support et de communication avec les clients, comme Intercom, en Customer Success comme Sales Machine, qui est un produit français d'ailleurs. Moi, j'aime dans les outils standards, j'aime beaucoup Google Drive. J'aime beaucoup utiliser les produits de documents, de spreadsheets et
et de présentation de Google. J'ai complètement abandonné Microsoft et on utilise énormément Slack à l'intérieur, comme on est une boîte où beaucoup de gens travaillent à distance. Slack, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve tous et où on communique tous ensemble. Donc voilà, je dirais Google Drive, Slack et beaucoup d'outils. J'ai créé un post Medium d'ailleurs sur les outils qu'on utilisait en marketing. Et il y en avait 35 à l'époque. Je m'étais fait insulter par le fondateur de Basecamp qui m'avait dit que j'utilisais beaucoup trop d'outils, que c'était nul. Mais comme aujourd'hui on est à 80, je pense pas que je vais refaire un autre blog post en disant qu'en fait c'est 80 parce que sinon il va me pourrir. D'accord. Bon, on va mettre le lien de cet article. En tout cas, moi je pense que ça va m'intéresser aussi. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Qu'est-ce qui m'inspire ou me passionne en ce moment ? Ce qui m'inspire ou me passionne en ce moment, c'est de voir, c'est d'apprendre et de sentir l'impact de mon travail de fondateur et de CEO sur la constitution d'une équipe équilibrée, alignée, solide, soudée. C'est ça me passionne. Le côté l'aspect humain de la construction de l'entreprise me passionne. Il est très compliqué, il est très dur et il demande beaucoup de temps et de travail, mais je le trouve assez passionnant. Voilà, et la dernière question, c'est une question qui est controversée, mais je la pose quand même. Si tu devais tout recommencer à zéro avec seulement 500 € en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 € pour te relancer en affaires ? Tu sais ce que je ferais ? Les 500 €, ça sert à rien pour te relancer en affaires, c'est pas assez de toutes les façons et c'est ton temps et ton travail qui vont faire la différence et pas 500 €. Et ben, j'utilise 500 € pour me prendre un moment de plaisir à moi, un bon week-end quelque part, je sais pas, une sortie en kite en Normandie s'il fait beau. Et j'utiliserai les 500 € pour m'acheter un temps face à moi-même de réflexion, de solitude, de contemplation et de plaisir pour me dire voilà, c'est prendre le temps en étant bien de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire, de comment j'ai envie de le faire. Mais je les utiliserai pas pour faire le business parce que je pense que avec si peu d'argent, de toutes les façons, le business, je vais le créer avec la force de mon poignet, mon huile de coude et mon temps de travail. Donc autant profiter de l'argent pour moi. Magnifique. Et voilà, c'est quand même très bien répondu. Tu as compris qu'on devait parfois aller au-delà de la question elle-même et j'adore cette réponse, Aymeric. Vraiment, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Donc, voilà, que dirais-tu à nos auditeurs de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués, pardon. Ils ont un projet, mais ils sont bloqués. Si tu avais un dernier conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait ? C'est de bien regarder au fond d'eux-mêmes, parce que ce qui fait, à mon avis, que ceux qui réussissent à mener à bien leur projet le réussissent, c'est que, et ce que je vais dire est un peu difficile, mais c'est une réalité que j'ai souvent constatée, c'est qu'ils ont une faim pour réussir qui dépasse tout le reste. Ils ont une envie d'y arriver qui est plus forte que tout le reste. Et parfois même qui va être plus forte que leur famille, à un moment en tout cas, leurs enfants, leurs copains, que cette envie de créer et de réussir, elle est au-dessus de toutes les autres. Tu vas me dire, Aymeric, c'est horrible ce que tu racontes, mais je vais être tout à fait honnête avec toi. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai privilégié ce que je faisais pour monter mon business sur ma vie de famille, sur mes enfants. Et c'est une réalité et beaucoup de mes copains entrepreneurs aussi. Alors ça veut pas dire que tu vas le faire tout le temps, ça c'est pas bien. Mais il va falloir accepter qu'il y aura des moments de ta vie qui peuvent durer 1 an, 2 ans, où ça va être le truc le plus important dans lequel tu mets le plus. Est-ce que vous avez envie de ça ? Est-ce que cet appel du projet entrepreneurial que vous avez en tête a cette force-là et ce drive-là chez vous ? Ou est-ce que, oulala, non, mon temps libre, ma vie de famille, ça c'est insacrifiable. Il faut bien vous plonger au fond de vous-même pour vous assurer que vous êtes clair par rapport à ça. Tout est dit, vraiment. Merci beaucoup, Aymeric, du fond du cœur. Avant de nous quitter, dis-nous comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la tribu digitale t'écoute. Bon, sur les réseaux sociaux, je réponds à Twitter parce que j'ai Agorapulse pour le faire, même si je suis de moins en moins actif sur les réseaux sociaux parce que j'ai de moins en moins de temps. Ouais, je réponds aussi aux messages sur LinkedIn pour les gens qui me trouvent sur LinkedIn. Sinon, j'ai un email, c'est aymeric@agorapulse.com et je réponds aussi à mes emails à partir du moment où je peux y répondre vite et de manière concise. Donc, je réponds en général pas aux emails qui me disent donne-moi tous les conseils que tu peux me donner pour que je monte mon projet parce que je sais pas quoi dire, c'est trop large. Mais si on me pose des questions concrètes, précises, je réponds à 100%.
Voilà, c'est l'extension du support client jusqu'au support privé. Merci Aymeric et Tribe Digital, vous venez d'entendre Aymeric Ernoult partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Aymeric dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter la page d'Aymeric sur agorapulse.com. C'est agorapulse.com. Et suivez-le sur ses réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter. Envoyez-lui un petit email, mais envoyez pas votre business plan en lui demandant comment le mettre en œuvre. Il n'aura pas le temps de toute façon. Aymeric, vraiment merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci à toi. À bientôt. Hey Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Aymeric. Si vous avez aimé, je vous invite à prendre une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, venez vous abonner sur Apple Podcasts, sur Castbox, sur Radio Public, sur SoundCloud, sur Deezer, sur Spotify, enfin partout où nous sommes disponibles et sur votre plateforme de préférence. Venez nous rejoindre sur Instagram aussi si vous préférez. Et voilà, merci vraiment de nous suivre chaque semaine. C'est vous qui faites cette communauté, c'est vous qui êtes au final l'inspiration derrière ce podcast. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!